Il était une fois un jeune homme nommé Évariste. Évariste avait 22 ans, mais la vie lui donnait déjà l'impression d'être beaucoup plus vieux. Il était le genre de garçon qui se réveillait avant son réveil et s'endormait après tout le monde. Il ne parlait pas beaucoup. Non pas parce qu'il était timide, mais parce qu'il réfléchissait toujours, pensant à ses études, à l'argent, à sa mère. Si vous voyez Évariste marcher, ses épaules étaient toujours un peu crispées, comme s'il portait un sac invisible que personne d'autre ne pouvait voir. Évariste était dans sa dernière année d'études d'ingénierie. Il était intelligent, pas de cette intelligence bruyante qui aime attirer l'attention, mais de cette intelligence discrète qui résout les problèmes pendant que les autres se plaisancent, disputent. Il cumulait 2 emplois. Le jour, il assistait aux cours et aidait d'autres étudiants à réparer leurs appareils en panne pour un peu d'argent liquide. La nuit, il nettoyait les sols d'une salle de sport très huppée à Neuilly-sur-Seine. Il était fatigué la plupart du temps, mais il ne se plaignait. À jamais. Il estimait que se plaindre ne payait pas les factures. La personne la plus importante dans la vie d'Évariste était sa mère. La mère d'Évariste était une femme douce, aux yeux tendres et au sourire fatigué. Elle avait préparé et vendu des plats traiteurs pendant de nombreuses années pour s'assurer qu'Évariste puisse faire des études. Elle croyait en lui plus qu'il ne se croyait en lui-même. Même lorsque son corps a commencé à la lâcher, elle lui posait encore une question chaque matin. « As-tu mangé ?» Ce matin-là, Évariste était assis à côté de son lit d'hôpital lorsque sa respiration a changé. Au début, c'était faible, une courte pause, puis une autre. Évariste s'est penché. « Maman », dit-il doucement. Elle essaya de sourire, mais ses lèvres tremblèrent. « Évariste, c'est une petite douleur », murmura-t-elle. Avant qu'il ne puisse se lever, son corps se figea. Le moniteur cardiaque émit un son aigu qui transperça la pièce. Des infirmières se précipitèrent à l'intérieur. Un médecin suivit. Évariste fut repoussé vers le mur. « S'il vous plaît, » dit Évariste, la voix brisée. « C'est ma mère. Monsieur, attendez dehors. » dit une infirmière qui s'activait déjà rapidement. Les portes se fermèrent. Évariste resta là, fixant la porte blanche, comme si c'était un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il essaya de prier, mais les mots ne sortaient pas correctement. Après ce qui lui sembla être une éternité, la porte s'ouvrit. Un homme à lunettes sortit. Son badge indiquait « Docteur Beaumont, vous êtes son fils ?» demanda le médecin. « Oui, monsieur », répondit rapidement Évariste. « Comment va-t-elle » Le docteur Beaumont prit une lente inspiration. « Elle a survécu à l'épisode, dit-il. Mais elle a besoin d'une intervention chirurgicale complexe, très vite. » Évariste hocha la tête précipitamment. « D'accord. D'accord. Quand pouvons-nous le faire ?» Le docteur Beaumont le regarda non pas avec colère, mais avec une honnêteté lasse. « Il y a une avance à verser, » dit-il. « Cette intervention nécessite un spécialiste privé, et la clinique exige un acompte important non couvert par la sécurité sociale avant de procéder. »« Combien ?» demanda Évariste, sachant déjà que la réponse ferait mal. Le docteur Beaumont le lui dit. Le chiffre s'abattit sur Évariste comme une lourde pierre. « Je vais le trouver, » dit Évariste. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. » Le docteur Beaumont secoua lentement la tête. « Vous avez 48 heures, dit-il. Sinon, nous devrons la transférer dans un service de soins palliatifs classique. » Le mot « transférer » résonnait dans la tête d'Évariste alors que le médecin s'éloignait. Évariste retourna dans la chambre. Sa mère était réveillée maintenant. Ses yeux cherchèrent son visage. « Qu'a dit le médecin ?» demanda-t-elle doucement. Évariste força un sourire. Il lui prit la main. Il dit « Tu vas aller bien. » Il mentit avec douceur. « Repose-toi, c'est tout. » La mère d'Évariste lui serra faiblement la main. « Tu as l'air inquiet, » dit-elle. « Ce n'est rien, » répondit Évariste. « Je suis juste fatigué. » Elle hocha la tête, lui faisant confiance, comme seule une mère le peut. Lorsqu'elle s'endormit, Évariste sortit dans le couloir. Il sortit son téléphone et commença à appeler. D'abord, son oncle. « Je suis désolé, » dit son oncle.
Les temps sont durs en ce moment. Ensuite, un vieil, ami de la famille. J'aimerais pouvoir aider, dit l'homme. Peut être le mois prochain. Puis un camarade de classe qui lui avait un jour emprunté de l'argent. Mon vieux, je suis complètement fauché, répondit le camarade avant de quoi. Raccroché. Évariste s'adossa au mur. Ses jambes flageolaient. Il glissa jusqu'à se retrouver assis sur le sol froid. Il consulta son compte bancaire. Le solde, en euros, le dévisageait comme une mauvaise blague. Il vendit son ordinateur, un portable, le soir même à un propriétaire de boutique qui ne le regarda même pas dans les yeux. L'argent n'était pas suffisant. Il vendit son téléphone, le ITVTZ. Lendemain matin, et en emprunta un vieux à un agent de sécurité. Toujours pas assez. Cette nuit-là, Évariste dormit sur un banc près du service. Il ne rentra pas chez lui. Il avait peur que s'il partait, quelque chose de grave n'arrive en son absence. Une infirmière passa par là et le regarda. « Vous devriez vous reposer, dit-elle. « Je vais bien, répondit Évariste. Mais il n'allait pas bien. Le lendemain après-midi, l'état de sa mère s'aggrava de nouveau. Le docteur Beaumont le prit à part. Le temps presse, dit le médecin. Je sais, répondit Évariste. Sa voix était basse maintenant, épuisée. J'essaie. Le docteur Beaumont le regarda attentivement. Essayer ne suffit pas, dit-il. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'argent. Évariste hocha la tête. Il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête. Ce soir-là, alors que le soleil commençait à se coucher, Évariste sortit de l'hôpital. Le ciel était orangé et lourd. Les voitures passaient. Les gens riaient. La vie continuait comme si de rien n'était. Évariste resta là et murmura pour lui-même. « Je ferai n'importe quoi. Laissez-la juste vivre. » Il ne savait pas que quelqu'un l'écoutait. Plus tard dans la nuit, après s'être assuré que sa mère dormait, Évariste prit le métro pour Neuilly. Il devait travailler. Manquer le travail signifiait perdre son emploi. Perdre son emploi signifiait perdre le peu d'espoir qui lui restait. La salle de sport était lumineuse et silencieuse à cette heure-là. Des machines hors de prix s'alignaient le long des murs. L'odeur de la sueur et des parfums de luxe flottait dans l'air. Évariste enfila ses vêtements de nettoyage et prit sa serpillière. Pendant qu'il nettoyait, son esprit restait à l'hôpital. Il imaginait sa mère lui souriant. Il l'imaginait cuisiner à nouveau. Il imaginait la décevoir. C'est alors qu'il le sentit. Quelqu'un l'observait. Il leva les yeux. Une femme se tenait près de la section des poids. Elle était grande, imposante. Ses bras étaient fermes, pas relâchés. Ses cheveux étaient tirés en arrière de manière impeccable. Ses yeux étaient perçants et calmes. Elle portait des vêtements simples, mais tout en elle respirait la richesse. Elle ne souriait pas, elle ne parlait pas. Elle regardait, c'est tout. Évariste se sentit mal à l'aise et détourna le regard. Il continua de passer la serpillière. Quelques minutes plus tard, sa voix s'éleva. « Vous travaillez dur. » Évariste se retourna rapidement. « Oui, madame. Vous ne vous reposez pas ?» continua-t-elle. « Même quand vous êtes fatigué. »« Je dois travailler ?» répondit Évariste. Elle s'approcha, étudiant son visage comme si elle lisait un livre. « Vous êtes jeune ?» dit-elle. « Mais vos yeux ont l'air plus vieux. » Évariste ne savait pas quoi dire. « Je m'appelle Madame Cléophée, dit-elle calmement. « Évariste, répondit-il. « Ravi de vous rencontrer, madame. » Elle hocha la tête une fois. Puis elle plongea la main dans son sac et en sortit une enveloppe brune. Elle était scellée et épaisse. Elle la lui tendit. « Cela pourrait résoudre votre problème, dit-elle. Évariste la dévisagea. « Quel problème ?» demanda-t-il. Madame Cléophée le regarda droit dans les yeux. « Le genre de problème qui pousse un homme à dire qu'il ferait n'importe quoi, répondit-elle. Son cœur fit un bond. « Vous devez l'ouvrir seul, ajouta-t-elle. Après ça, vous déciderez. » Évariste prit l'enveloppe lentement. Elle paraissait lourde dans sa main, plus lourde que du papier ne devrait l'être. Madame Cléophée se retourna et s'éloigna sans ajouter un mot. Évariste resta planté là. La serpillière oubliée. L'enveloppe pressée contre sa poitrine.
Quelque part très loin, la machine de l'hôpital bipait dans sa mémoire. La nuit parut soudainement très longue. Évariste n'ouvrit pas l'enveloppe ce soir-là. Il la porta sur lui comme si c'était une chose vivante, quelque chose qui pourrait parler s'il écoutait trop attentivement. Quand son service se termina, il se changea lentement, plia sa chemise de nettoyage avec soin et glissa l'enveloppe dans son sac à dos. Il sortit de la salle de sport et s'avança dans l'air nocturne, mais son esprit resta à l'intérieur de ce papier brun. Dans le métro du retour, il n'arrêtait pas de toucher son sac pour s'assurer que l'enveloppe y était toujours. Chaque secousse de la rame faisait bondir son cœur. Les gens autour de lui parlaient et riaient, mais leur voix semblait lointaine. Tout ce qu'Évariste pouvait entendre, c'était la voix calme de Madame Cléophée. Cela pourrait résoudre votre problème. Lorsqu'il arriva à la clinique, les veilleuses étaient tamisées. Les infirmières se déplaçaient silencieusement. L'odeur des médicaments emplissait l'air. Il alla, d'abord voir sa mère. Elle dormait, respirant lentement. Il resta là un long moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. « Elle est toujours là » se murmura-t-il. « J'ai encore du temps. » Il alla s'asseoir sur le banc du couloir. Il sortit l'enveloppe et la posa sur ses genoux. Ses doigts tremblaient. « Pas maintenant, se dit-il. Pas ici. » Il la repoussa dans son sac et appuya sa tête contre le mur. Le sommeil vint par courtes bribes, brisées par la peur et des pensées dont il ne voulait pas. Au matin, sa mère se réveilla en toussant. Évariste se précipita à ses côtés. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha faiblement la tête. « Je suis forte, » dit-elle. « Dieu nous aidera. » Évariste sourit à nouveau, de ce même sourire qui lui faisait mal au visage. « Oui, maman, » dit-il. « Dieu nous aidera. » Mais au fil de la journée, sa douleur revint. Une infirmière vérifia ses constantes, fronça les sourcils. « Nous allons informer le médecin, » dit l'infirmière. Évariste suivit l'infirmière dans le couloir. « S'il vous plaît, » dit-il. Voix basse. « Est-ce qu'elle s'aggrave ?» L'infirmière le regarda avec pitié. « Elle a besoin de l'opération très vite, » dit-elle. « Vous le savez. » Évariste hocha la tête. Il le savait, oui, il le savait trop bien. Dans l'après-midi, le docteur Beaumont l'appela à nouveau. « Avez-vous progressé ?» demanda le médecin. « J'essaie, » répondit Évariste. Le docteur Beaumont soupira. « Vous avez jusqu'à demain matin, » dit-il. « Après cela, nous ne pourrons plus rien faire de plus. » Le médecin s'éloigna. Évariste resta immobile. Le couloir semblait trop étroit. Les murs semblaient trop proches. Il sortit de la clinique et s'assit sur le muret près de l'entrée. Les voitures passaient. La vie continuait. Il ouvrit son sac. L'enveloppe le dévisageait. Cette fois, il ne la repoussa pas, mais il ne l'ouvrit toujours pas. Ce soir-là, Évariste retourna à la salle de sport pour son service. Son corps était épuisé, mais son esprit était vif, aiguisé par la peur. Alors qu'il lavait le sol, il sentit la même présence. Madame Cléophée était là. Elle ne s'entraînait pas cette fois. Elle était assise sur un banc, le dos droit, les mains reposant calmement sur ses genoux. Elle l'observait sans honte, sans avidité, sans gentillesse. Évariste évita son regard et continua de nettoyer. « Vous ne l'avez pas ouverte ?» dit-elle. Sa voix le fit s'arrêter. « Je ne l'ai pas fait, » répondit Évariste. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Je n'étais pas prêt, » dit-il honnêtement. Elle se leva et s'approcha, ses pas lents et assurés. « La préparation ne vient pas aux hommes désespérés, » dit-elle. « La décision, oui. » Évariste déglutit. « Ma mère est malade, » dit-il soudain. « C'est pour ça que je suis comme ça. »« Je sais, » répondit Madame Cléophée. Cela le surprit. Il leva les yeux. « Comment ?» demanda-t-il. « Vous sentez l'hôpital ?» dit-elle. « Et la peur. » Elle se retourna et commença à marcher vers la sortie. « Venez, » dit-elle. « Parlons. » Évariste hésita. Son cœur battait la chamade, mais ses jambes la suivirent. Dehors, l'air nocturne était plus frais. Les voitures avançaient lentement sur la route. Madame Cléophée s'arrêta près de sa berline noire. « Vous avez l'air confus ?» dit-elle. « Posez votre question. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe »
demanda Évariste. Elle pencha légèrement la tête. Une solution. À quel prix? Demanda-t-il. Elle le regarda pleinement maintenant. Ses yeux étaient perçants, mais il y avait quelque chose de là derrière eux. À un prix auquel vous survivrez, dit-elle, ou un prix que vous regretterez d'avoir refusé. Ce n'est pas une réponse, dit calmement Évariste. Madame Cléophée s'approcha. Écoutez-moi, Évariste, dit-elle, je n'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas supplier les hommes. Je n'aime pas les jeux. Alors pourquoi moi? Demanda-t-il. Elle marqua une pause. Pour la première fois, elle ne répondit pas rapidement. Vous nettoyez bien, finit-elle par dire. Vous ne volez pas, vous ne dévisagez pas. Vous travaillez même quand votre corps dit stop. Cela n'explique pas tout. Ça, dit Évariste en faisant un vague geste. Elle sourit légèrement, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Cela explique assez, dit-elle. Ils restèrent là en silence. Un bus passa. De la musique jouait quelque part au loin. Ouvrez-la, dit Madame Cléophée. Mais ouvrez-la seule. Cette partie est importante. Évariste hocha lentement la tête. Demain, dit-il, je déciderai. Demain. Elle le regarda pendant un long moment, puis acquiesça. Demain, accepta-t-elle. Ne soyez pas en retard sur votre propre vie. Elle monta dans sa voiture et partit. Cette nuit-là, Évariste ne retourna pas directement à la clinique. Il s'arrêta à un arrêt de bus désert et s'assit sur le banc sous un lampadaire défectueux. Il sortit l'enveloppe et la fixa. « Regarde juste, se dit-il. Regarde juste. » Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un papier plié et un reçu de la clinique. Son souffle se coupa. Il déplia d'abord le reçu. Payé. Le montant correspondait exactement à l'acompte que le docteur Beaumont avait mentionné. Ses mains tremblaient plus fort maintenant. Il regarda autour de lui comme si quelqu'un pouvait l'observer. Puis il prit le papier. Il était court, clair, glacial. Une nuit. Pas de romance, pas d'attachement, pas de questions, aucune réclamation. Futur. Évariste le relut encore et encore. C'est de la folie, murmura-t-il. Il rit une fois, doucement, puis couvrit sa bouche. Ma mère va vivre, dit-il, les larmes lui montant aux yeux. Ma mère va vivre. Puis l'autre pensée surgit. Ah, quel prix! Il replia tout soigneusement et le remit dans son sac. Il se leva et retourna vers la clinique, les jambes lourdes. À la clinique, sa mère était de nouveau réveillée. « Évariste, dit-elle. Faiblement, tu n'as pas dormi. Je vais bien, répondit-il. Il lui tint la main. Maman, me fais-tu confiance? Elle sourit doucement. Tu es mon fils, dit-elle. À qui d'autre ferais-je confiance? Ces mots le coupèrent plus profondément qu'aucun couteau. Cette nuit-là, la pluie commença à tomber. Une pluie forte, bruyante, le genre de pluie qui lave les routes et cache les secrets. Évariste s'assit seul dans des toilettes publiques exiguës près de la clinique. La lumière vacillait au-dessus de lui. Il sortit le papier et le stylo, qui y étaient attachés. Il fixa la ligne destinée à son nom. Ce n'est qu'une seule nuit, se dit-il. Juste une nuit. La pluie frappa le toit plus fort. Il signa. Lorsqu'il sortit, la pluie détrempa ses vêtements. Une voiture l'attendait de Dédiz, l'autre côté de la rue. La portière s'ouvrit lentement. Évariste prit une grande inspiration. La nuit l'engloutit tout entier. La portière de la voiture se referma derrière Évariste avec un son sourd et lourd. Ce son resta dans ses oreilles pendant que la voiture roulait. L'eau de pluie glissait le long de la vitre en longue ligne. Les lumières de la villa, l'extérieur semblait brisé, comme si elles fondaient. Évariste resta assis, silencieusement sur la banquette arrière, les mains posées sur les genoux. Ses vêtements étaient encore mouillés par la pluie, mais il ne ressentait pas le froid. Il se sentait engourdi, comme si son corps avait pris les devants sans attendre son esprit. Madame Cléophée était assise à l'avant. Elle ne se retourna, pas pour le regarder. « Vous avez signé, dit-elle calmement. « Oui, répondit Évariste. Sa voix sortit grave. « Bien, dit-elle. On ne fait pas demi-tour après avoir signé. » Le chauffeur ne dit rien. La voiture continua de rouler. Évariste voulait demander où ils allaient, mais il savait déjà que cela n'avait aucune
importance. Peu importe où la voiture s'arrêterait, cela deviendrait une partie de sa vie, qu'il le veuille ou non. Il rejeta la tête en arrière et ferma les yeux une seconde. Le visage de sa mère lui vint à l'esprit. Son sourire fatigué, sa main faible serrant la sienne. « Elle va vivre », se répéta-t-il. « Elle va vivre ». La voiture s'arrêta. Madame Cléophée sortit la première. Le bâtiment devant eux était un imposant hôtel particulier, calme, avec des lumières rougeoyant, doucement derrière de larges fenêtres vitrées. Il ne paraissait pas chaleureux. Il paraissait sérieux. À l'intérieur, tout était propre et silencieux. Le sol brillait. L'air sentait le frais, presque le vide. Évariste suivit Madame Cléophée sans qu'on le lui dise. Ses chaussures faisaient de petits bruits sur le sol. Des bruits qui lui semblaient trop forts. Elle s'arrêta près de l'escalier. « Vous utiliserez la chambre d'amis, dit-elle. Vous dînerez. Vous reposerez. » Elle le regarda, puis le regarda vraiment. « Ce n'est pas de la romance, continua-t-elle. Ce n'est pas de l'amour. Ne prétendez pas que ça. L'est. Je sais, dit Évariste. Ne posez pas de questions, ajouta-t-elle. Je ne le ferai pas, répondit-il. N'attendez pas de la gentillesse, dit-elle. Évariste hocha la tête. Elle soutint son regard un instant, comme pour vérifier quelque chose à l'intérieur de lui. Puis elle se retourna et s'éloigna. Un membre du personnel de maison lui montra la chambre. La pièce était grande, mais elle semblait vide. Des murs blancs, un grand lit, des rideaux tirés. La lumière de la salle de bain était déjà allumée. « Le dîner sera prêt sous peu, » dit poliment le domestique. « Merci, répondit Évariste. Quand la porte se ferma, Évariste resta immobile. Il ne s'assit pas. Il ne bougea pas. Il resta, simplement là, à écouter le son de sa propre respiration. « C'est réel, » murmurait-il. « C'est vraiment en train d'arriver. » Il se lava le visage. L'eau était chaude. Il se regarda dans le miroir. Ses yeux paraissaient étranges, comme s'ils n'étaient pas totalement là. « Traverse juste cette épreuve, dit-il là. Son reflet. Traverse juste cette nuit. » Le dîner arriva. Il mangea sans goûter la nourriture. Madame Cléophée était assise en face de lui, silencieuse, calme, mangeant lentement. « Vous pouvez arrêter de trembler, dit-elle sans lever les yeux. La peur ne changera rien. »« Je n'ai pas peur, » répondit Évariste. Mais ses mains le trahissaient. Elle leva alors les yeux. « Vous avez peur, » dit-elle. « Et vous devriez l'être. » Ces mots se posèrent entre eux comme un mur. Après le dîner, les lumières de la maison se tamisèrent. La pluie à l'extérieur ralentit, puis s'arrêta. Le silence devint plus lourd. Madame Cléophée se leva. « Suivez-moi, » dit-elle. Évariste se leva. Ses jambes lui semblaient faibles, mais elles le portèrent en avant. Ils marchèrent ensemble le long d'un couloir silencieux. Des portes défilèrent, des tableaux défilèrent. Tout semblait planifié, comme si ce chemin avait déjà été parcouru. Devant l'une des portes, Madame Cléophée s'arrêta. « C'est ici que l'accord s'achève, » dit-elle. « Ce qui se passe ici reste ici. » Évariste hocha la tête. Il ne parvenait pas à parler. Elle ouvrit la porte. La lumière à l'intérieur était douce. La pièce était chaude. Les rideaux bougeaient légèrement sous la brise. Évariste entra. La porte se referma derrière lui. L'histoire ne les suivit pas, à l'intérieur. Au lieu de cela, elle suivit la nuit au dehors. L'eau de pluie glissait sur les fenêtres. Les lumières de la ville vacillaient. Quelque part, une horloge faisait tic-tac lentement. Quelque part ailleurs, la machine d'un hôpital bipait. Le temps passa. Quand le matin arriva, il arriva trop vite. La lumière perçait à travers les rideaux. Évariste était assis au bord du lit, entièrement habillé maintenant, fixant le sol. Sa tête lui faisait mal. Sa poitrine était oppressée. Il avait l'impression d'avoir laissé derrière lui quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Madame Cléophée se tenait près de la fenêtre. « Vous pouvez partir, » dit-elle. C'était tout. Pas de revoir. Pas de merci. Pas de regret. Évariste se leva. Lentement. « Le reçu, » dit-il doucement. « Il a déjà été envoyé à la clinique, » répondit-elle. Il acquiesça. « D'accord. » Il hésita près de la porte. « Pourquoi ? Avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, avant de pouvoir s'en empêcher.
Madame Cléophée ne se retourna pas. Parce que je le pouvais, dit-elle. Cette réponse fit plus mal que n'importe quelle autre. Évariste quitta la chambre. Il quitta la maison. Le chauffeur le ramena sans dire un mot. La ville semblait de nouveau normale. Les gens marchaient. Les boutiques ouvraient. La vie continuait. À la clinique, Évariste courut dans le couloir. Son cœur battait la chamade, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. « Maman », dit-il en entrant dans sa chambre. Elle était réveillée. Elle avait meilleure mine. Des couleurs étaient revenues sur son visage. « Évariste ». Elle sourit. « Le docteur a dit une bonne chose. » Ce matin, le docteur Beaumont entra dans la chambre derrière lui. « La compte a été réglée », dit le médecin. « Nous allons programmer l'opération immédiatement. » Évariste sentit ses genoux se dérober. Il s'accrocha à la barre du lit pour rester debout. « Merci, » dit-il, la voix brisée. Sa mère lui tint la main. « Tu vois » dit-elle joyeusement. « Dieu nous a exaucés. » Évariste sourit mais ses yeux brûlaient. « Oui, maman, » répondit-il. « Dieu nous a exaucés. » L'opération se passa bien. Des heures plus tard, sa mère dormait paisiblement. Le docteur Beaumont fit un signe de tête à Évariste. « Elle va s'en remettre » dit-il. Évariste sortit du service et s'adossa au mur. Il glissa lentement jusqu'à se retrouver assis par terre. « Elle va vivre » murmura-t-il. Mais alors, que le soulagement l'envahissait, autre chose l'accompagna. Un sentiment de vide. Plus tard dans la soirée, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « N'oublie pas notre accord. » Évariste fixa l'écran. Un autre message a suivi. « Tu dois être disponible quand j'appelle. » Sa poitrine se serra. L'argent avait sauvé sa mère, mais le prix à payer n'était pas terminé. Évariste se leva. Lentement, s'essuya le visage et retourna dans la chambre d'hôpital. Sa mère dormait paisiblement. Il l'observa et murmura des mots qu'elle ne pouvait pas entendre. « Je l'ai fait pour toi, » dit-il. « J'espère que ça en valait la peine. » La lumière au-dessus de son lit bourdonnait doucement alors que la nuit revenait et Évariste réalisa que le contrat venait tout juste de commencer. Le matin arriva en douceur, comme s'il essayait de ne déranger personne. Évariste était déjà réveillé lorsque le soleil se leva. Il n'avait pas vraiment dormi. Il était assis sur la chaise en plastique à côté du lit de sa mère, les yeux fixés sur son visage. Elle respirait lentement maintenant, paisiblement. L'opération lui avait pris quelque chose, mais lui avait aussi rendu quelque chose. Des couleurs, de la chaleur, de la vie. Une infirmière entra, silencieusement dans la chambre. « Elle se remet bien », dit l'infirmière, avec un petit sourire. Évariste hocha la tête. « Merci. Vous pouvez enfin vous reposer », ajouta l'infirmière. Évariste força un sourire. Oui, mais le repos ne vint pas. Quand sa mère se réveilla plus tard, elle le regarda et sourit de ce même sourire fatigué qu'il connaissait depuis toujours. « Mon fils, » dit-elle. « Doucement. Tu as l'air de quelqu'un qui a mené une longue bataille. » Évariste se leva et lui prit la main. « C'est fini maintenant, » dit-il. « Tu es là. » Elle lui pressa doucement la main. « Je savais que tu trouverais un moyen, » dit-elle. « Tu y arrives toujours. » Ces mots pesaient lourd dans sa poitrine. Il voulait parler. Il voulait dire quelque chose, mais il n'y avait rien qu'il puisse dire, qui ne briserait pas quelque chose en elle. Alors il ne dit rien. Cet après-midi-là, le docteur Beaumont vint l'examiner. « Elle restera ici quelques jours, » dit le médecin, « mais le danger est écarté. »« Merci, monsieur, » répondit Évariste. Le docteur Beaumont s'arrêta et le regarda attentivement. « Vous n'avez pas l'air bien, » dit-il. « Assurez-vous de prendre soin de vous aussi. » Évariste hocha la tête à nouveau. « Je le ferai, » dit-il. Mais alors même qu'il parlait, son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. Il ne l'ouvrit pas. Immédiatement, il attendit que le docteur Beaumont parte. Puis il sortit dans le couloir et vérifia le message. « Tu viendras demain soir. Ne sois pas en retard. » Il n'y avait aucune salutation, aucune question, juste un ordre. Évariste s'adossa au mur. L'hôpital lui parut soudainement trop lumineux. Il tapa, lentement. « D'accord. » La réponse arriva presque instantanément. « Bien. » C'était tout. Cette nuit-là, Évariste resta avec sa mère. Il l'aida à boire de l'eau. Il l'aida à manger. Il souriait quand elle souriait.
Mais à l'intérieur de lui, quelque chose se ratatinait. Le lendemain, il alla en cours pour la première fois depuis des jours. Il s'assit au fond de l'amphithéâtre, son carnet ouvert, son stylo prêt, mais les mots n'avaient aucun sens. « Évariste » murmura son ami. Jocelyn depuis le siège à côté de lui. « Où étais-tu » ? « Tout le monde a demandé, après toi. Ma mère était malade, » répondit Évariste. Le visage de Jocelyn s'adoucit. « Va-t-elle bien maintenant » ? « Oui, » dit Évariste, « elle va mieux. »« C'est une bonne nouvelle, » dit Jocelyn. « Mais tu as l'air différent. » Évariste haussa les épaules. « Je suis juste fatigué. » Le professeur posa une question. Évariste connaissait la réponse. Normalement, il aurait levé la main. Cette fois, il garda le silence. Jocelyn le remarqua. « Tu n'as même pas essayé. » Chuchota Jocelyn. Évariste fixa son carnet. Après les cours, Jocelyn le suivit à l'extérieur. « Tu ne vas pas bien, » dit Jocelyn. « Parle-moi. »« Il n'y a rien à dire, » répondit Évariste. Jocelyn se plaça devant lui. « Tu as disparu. Tu es revenu silencieux. Tu agis comme si quelqu'un t'observait. » Évariste détourna le regard. « Je t'en prie, » soupira Jocelyn. « Fais juste attention. L'aide qui vient avec le silence n'est pas toujours de l'aide. » Ces mots restèrent avec Évariste alors qu'il s'éloignait. Ce soir-là, son téléphone vibra à nouveau. « Une voiture t'attendra. » Il ne répondit pas. À 19 heures précises, une voiture noire s'arrêta près de sa résidence étudiante. La portière s'ouvrit. Évariste monta. Le trajet fut silencieux. Pas de pluie cette fois, juste les lumières de la ville et le bruit du moteur. À leur arrivée, Madame Cléophée l'attendait déjà à l'intérieur. Elle était habillée avec soin, comme si elle allait à une réunion, pas comme si elle le voyait. « Vous êtes en retard, » dit-elle en regardant sa montre. « Il est 19 heures, » répondit Évariste. Elle le regarda fixement. « Ne discutez pas avec moi, » dit-elle. « Le temps est une chose que je contrôle. »« Je suis désolée, » dit Évariste. Elle l'étudia un instant. « Vous avez l'air soulagé, » dit-elle. « Votre mère a survécu. »« Oui, » répondit Évariste. « Bien, » dit-elle. « Cela signifie que mon investissement a fonctionné. »« Investissement ?» Le mot le frappa de plein fouet. « Asseyez-vous, » dit-elle en désignant une chaise. Il s'assit. « Vous viendrez quand ? Je vous appellerai. » Continua Madame Cléophée. « Vous répondrez quand je parlerai. Vous ne discuterez de cela avec personne. Je comprends, » dit Évariste. « Vous continuerez vos études, » ajouta-t-elle. « Je ne veux pas d'ennui. »« Oui, » répondit-il. Elle se pencha légèrement en avant. « Ce n'est pas de la gentillesse, » dit-elle lentement. « Ne vous méprenez pas. » Évariste soutint son regard. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Elle sourit, mais c'était un sourire mince. « La possession, » dit-elle. Sa poitrine se serra. « J'ai payé pour une nuit, » dit-il. Doucement. C'est ce que disait le papier. Elle rit doucement. « Vous avez payé. Avec votre corps, » répondit-elle. « J'ai payé avec le pouvoir. Le pouvoir ne se termine pas en une nuit. » Les mains d'Évariste se crispèrent. « Vous avez dit ? Aucune question, » ajouta-t-elle. « Vous vous souvenez de ça ?» Il hocha la tête. Cette nuit-là, il dormit à nouveau dans la chambre d'amis. Seul. La pièce semblait plus petite qu'avant. Dans les jours qui suivirent, Madame Cléophée l'appela souvent. Parfois pour qu'il vienne, parfois juste pour parler, parfois juste pour lui rappeler qu'elle le pouvait. « Vous avez l'air distrait, » dit-elle. Une fois au téléphone. « J'ai des partiels, » répondit Évariste. « Vous viendrez quand même, » dit-elle. « Les livres attendront. »« Moi non. » Il y alla. À un moment donné, elle l'emmena à une réception mondaine. Des gens riches, des rires forts, des vêtements hors de prix. Elle le présenta sans aucune honte. « Voici monsieur le maire, » dit-elle. « Voici madame Dubois. Voici mon jeune protégé. » Chaque fois qu'elle prononçait ces mots, quelque chose se recroquevillait à l'intérieur d'Évariste. Les gens le regardaient avec intérêt. Certains souriaient, d'autres avaient un rictus, d'autres chuchotaient. Une femme se pencha vers madame Cléophée et rit. « Vous avez toujours les plus belles choses, » dit-elle. Madame Cléophée sourit fièrement. Évariste baissa les yeux. Plus tard, alors qu'ils se
tenait près du balcon, il parla doucement. « Je n'aime pas ça. » Madame Cléophée ne se tourna pas vers lui. « Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas une chose, dit Évariste. Elle finit par le regarder. « Tout est une chose, répondit-elle calmement. Certaines choses coûtent juste plus cher. » Il déglutit. Difficilement. « Vous aviez dit une nuit. » Elle rit doucement. « J'ai dit qu'une nuit avait été payée. Je n'ai pas dit que l'influence s'arrêtait. » Il crispa la mâchoire. « Vous appréciez ça. » Elle se pencha plus près, la voix basse. « J'apprécie l'ordre et vous apportez de l'ordre lorsque vous obéissez. » Les mots ressemblaient à des chaînes se refermant sur lui. Lorsqu'il retourna à sa résidence ce soir-là, il n'alluma pas la lumière. Il s'assit sur son lit dans le noir, fixant le mur. « Je suis prise au piège, murmura-t-il. » Les jours se transformèrent en semaines. Madame Cléophée appelait quand elle voulait. Parfois elle le faisait attendre juste pour voir s'il viendrait encore. Parfois elle annulait à la dernière minute. « Vous devriez être reconnaissant, » lui dit-elle une fois. « Certains supplieraient pour avoir cette vie. »« Ce n'est pas ma vie, » répondit Évariste. « Ça l'est maintenant, dit-elle. À l'école, ses professeurs commencèrent à s'en rendre compte. »« Évariste, dit un professeur après le cours, vos résultats baissent. »« Je vais m'améliorer, » répondit Évariste. « Vous êtes l'un de nos meilleurs étudiants, » dit le professeur. « Ne gâchez pas ça. » Évariste hocha la tête. Mais les mots semblaient lointains. Un soir, Jocelyne le trouva assis seul devant la résidence étudiante. « Tu es en train de disparaître, » répéta Jocelyne. Évariste rit faiblement. « C'est peu être mieux, ainsi. » Jocelyne attrapa son épaule. « Ne dis pas ça. »« J'ai sauvé ma mère, » dit Évariste. « Cela devrait suffire. »« Et tu t'es perdu, » répondit Jocelyn. « Ce n'est pas un échange équitable. » Évariste le regarda. « Qu'aurais-tu fait à ma place ?» Jocelyne resta silencieux un long moment. « J'aurais demandé de l'aide. »« Je l'ai faite, » dit Évariste. « Personne n'en avait. » Jocelyne baissa la tête. « Je suis désolée. » La fois suivante où Madame Cléophée appela, Évariste ne répondit pas. Le téléphone vibra encore et encore. Finalement, un message arriva. « Tu oublies. Qui t'a sauvé ?» Les mains d'Évariste tremblaient. Il tapa lentement. « Je suis en cours. » La réponse fut instantanée. « Sors. » Évariste se leva au milieu de l'amphithéâtre. Les étudiants se retournèrent pour le regarder. Le professeur s'interrompit. « Où allez-vous » demanda le professeur. « Je suis désolé, » dit Évariste. « J'ai une urgence. » Il sortit, le cœur battant à tout rompre. Dans la voiture, Madame Cléophée garda le silence. Quand ils arrivèrent, elle ne s'assit pas. « Vous me testez, » dit-elle. « Je suis fatiguée, » répondit Évariste. « Les gens fatigués obéissent quand même, » dit-elle. « Je ne peux pas continuer à faire ça, » dit-il doucement. Elle s'approcha. « Vous le ferez. »« Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi moi ?» Elle le fixa pendant un long moment. « Parce que vous me rappelez. Quelque chose que j'ai perdu, » dit-elle. « Quoi » demanda Évariste. Elle secoua la tête. « Cela ne vous regarde pas. » Elle se détourna. Cette nuit-là, Évariste resta, éveillé dans la chambre d'amis, fixant le plafond. Il se sentait comme un oiseau dans une cage dorée, nourri, protégé, observé, possédé. L'argent avait sauvé le corps de sa mère. Mais chaque jour, la cage devenait plus petite. Évariste se demandait combien de temps encore il faudrait avant qu'elle ne se referme complètement. La nuit où Madame Cléophée organisa le dîner de charité fut la nuit où tout a failli se briser. Évariste se tenait à côté d'elle dans un élégant costume noir qu'elle avait choisi. Il lui allait bien, mais il avait l'impression qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. La salle de réception était vaste et lumineuse. Une musique douce jouait. Des serveurs circulaient avec des plateaux comme s'ils faisaient partie des murs. « Tenez-vous droit » chuchota Madame Cléophée. « Ne vous avachissez pas. »« Oui » répondit Évariste. Elle souriait aux gens qui passaient. Elle les saluait par leur nom. Tout le monde la connaissait. Tout le monde la respectait. Certains la craignaient. « Ce n'est pas une fête, » dit-elle doucement à Évariste. « C'est le pouvoir qui s'expose. »« Je sais, dit-il. » Elle lui jeta un coup d'œil.
Vous ne savez encore rien. Ils avancèrent plus loin dans la salle. Madame Cléophée s'arrêta pour parler à un groupe d'hommes. Évariste se tenait, légèrement derrière elle, silencieux, ses yeux parcourant la pièce. C'est alors qu'il remarqua l'homme qui l'observait. L'homme n'était pas bruyant. Il ne pariait pas trop fort. Il ne se déplaçait pas pour serrer des mains. Il se tenait, près d'une table, tenant un verre d'eau au lieu de vin. Il était grand, calme, et ressemblait à quelqu'un qui écoutait plus qu'il ne parlait. Les yeux de l'homme croisèrent ceux d'Évariste un instant. Puis il sourit. Évariste détourna rapidement le regard. Il n'avait pas l'habitude d'être remarqué pour quelque chose de bien. « Qui est cet homme » demanda soudainement madame Cléophée. Évariste fut surpris. « Je ne sais pas, dit-il. Il vous observe, dit-elle. J'ai l'habitude de ça, répondit doucement Évariste. Madame Cléophée étudia l'homme, puis hocha la tête. C'est monsieur Valmont. Qui est-il? Demanda Évariste. Elle sourit. Quelqu'un qui ne perd pas de temps. Ils s'approchèrent. Monsieur Valmont se tourna vers eux. Madame Cléophée, dit-il, chaleureusement. C'est un plaisir de vous voir. De même, répondit-elle, vous êtes venu. Je viens toujours quand il y a de l'esprit, dit-il. Puis il regarda Évariste. Et qui est ce jeune homme? Voici, dit fièrement madame Cléophée. Mon jeune protégé. Évariste sentit sa poitrine se serrer. Monsieur Valmont fit un signe de tête poli. Ravi de vous rencontrer, dit-il à Évariste. Que faites-vous dans la vie? Évariste ouvrit la bouche puis la referma. Il regarda madame Cléophée. Il est étudiant, dit-elle rapidement. Monsieur Valmont haussa un sourcil. Quel genre d'étudiant? Évariste déglutit. Ingénierie, dit-il. Quel domaine? Demanda monsieur Valmont. Mécanique, répondit Évariste. Monsieur Valmont sourit. Cela explique vos yeux. Mes yeux? Demanda Évariste. Ils ressemblent à ceux de quelqu'un qui résout des problèmes, dit monsieur Valmont. Madame Cléophée rit légèrement. Vous voyez trop de choses. Je vois ce qui compte, répondit monsieur Valmont. Il se retourna vers Évariste. Dites-moi, dit-il. Si une machine tombe en panne à répétition, que réparez-vous en premier? Évariste sia. La question le surprit. La cause, répondit-il lentement, pas le résultat. Monsieur Valmont acquiesça. Bien. Et si la cause est cachée? Continua monsieur Valmont. Alors on observe, dit Évariste, la voix de plus en plus assurée. On écoute, on teste. Le sourire de monsieur Valmont s'élargit. Intéressant. Madame Cléophée les observait attentivement, son sourire s'effaçant. Vous aimez discuter, dit-elle à monsieur Valmont. Mais c'est une réception. J'aime les esprits, répondit monsieur Valmont. Et celui-ci est vif. Évariste sentit la chaleur monter à son visage. Monsieur Valmont se tourna complètement vers lui. Aimez-vous l'ingénierie? Oui, dit rapidement Évariste. Beaucoup. Alors pourquoi avez-vous l'air si fatigué de la vie? Demanda doucement monsieur Valmont. La question frappa Évariste comme une gifle. Je travaille beaucoup, répondit-il. Monsieur Valmont hocha lentement la tête. Moi aussi. Mais le travail ne devrait pas vous vider complètement. Madame Cléophée intervint. Il va bien. Monsieur. Valmont la regarda. Je ne vous ai rien demandé. L'atmosphère changea, madame. Cléophée sourit, mais ses traits étaient tendus. Prudence, dit-elle. Vous aventurez un peu trop près. Monsieur Valmont sourit calmement. Je ne m'aventure pas là où je ne suis pas invité. Il se tourna de nouveau vers Évariste. Nous reparlerons, dit-il. Profitez de la soirée. Il s'éloigna. Madame Cléophée le regarda partir, la mâchoire serrée. Vous avez trop parlé, dit-elle à Évariste. Il a posé des questions, répondit Évariste. Vous n'existez pas pour répondre à ces questions. Lança-t-elle sèchement. Vous existez pour faire acte de présence. Évariste ne dit rien. Sur le chemin du retour, la voiture fut silencieuse. Vous m'avez embarrassé, dit finalement madame Cléophée. Je suis désolée, répondit Évariste. Ne soyez pas désolé, dit-elle. Soyez plus insignifiant. Ces mots s'enfoncèrent profondément en lui.
Le lendemain matin, Évariste reçut un message d'un numéro inconnu. C'est Monsieur Valmont. J'aimerais vous voir. Évariste fixa l'écran. Il regarda autour de sa chambre d'étudiant comme si quelqu'un pouvait l'observer. Il tapa, lentement. Je suis occupé. La réponse arriva presque aussitôt. Moi aussi. C'est pour ça que nous devons parler. Le téléphone d'Évariste sonna immédiatement. Après. Allô, répondit-il. Vous n'avez pas la voix de quelqu'un qui croit en lui, dit Monsieur Valmont. Évariste déglutit. Monsieur, je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Monsieur Valmont rit doucement. Rien dans la vie n'est ordonné. Retrouvez-moi pour un café. 1 heure. C'est tout. Évariste hésita. Je dois demander. Vous devez décider. L'interrompit Monsieur Valmont. C'est différent. Évariste ferma les yeux. D'accord. Ils se retrouvèrent dans un endroit calme. Pas de musique, pas de foule, juste 2 chaises et une petite table. Monsieur Valmont arriva le premier. Il se leva. Quand Évariste entra. Vous êtes venu, dit-il. Oui, répondit Évariste. Asseyez-vous, dit Monsieur Valmont. Ils s'assirent. Vous gâchez votre esprit, dit Monsieur Valmont sans même le saluer. Évariste fronça les sourcils. Monsieur, je vous ai observé hier soir, continua Monsieur Valmont. Vous, écoutez, vous réfléchissez. Vous vous retenez comme si vous n'étiez pas à votre place, comme une simple décoration. Les mains d'Évariste se serrèrent. Vous connaissez pas ma situation, dit Évariste. J'en sais assez, répondit Monsieur Valmont. Je reconnais l'emprise quand je la vois. Évariste se figea. Monsieur Valmont se pencha en avant. Vous appartenez à quelqu'un. Évariste se leva à moitié. Je crois que je devrais y aller. Asseyez-vous, dit calmement Monsieur Valmont. Je ne suis pas là pour vous exposer. Évariste se rassit lentement. Que voulez-vous? Demanda Évariste. Vous offrir du travail, répondit Monsieur Valmont. Du travail, répéta Évariste. Un stage rémunéré, dit Monsieur Valmont. En ingénierie. Du vrai travail. Un vrai salaire. Évariste rit faiblement. Pourquoi? Parce que je déteste le gâchis, répondit Monsieur Valmont. Et parce que j'ai été vous, autrefois. Évariste le regarda. Il y a des conditions. Non, dit fermement Monsieur Valmont. Il n'y en a aucune. Évariste secoua la tête. Rien n'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, dit Monsieur Valmont. C'est juste et équitable. Le silence s'étira entre eux. J'ai besoin de temps, dit Évariste. Vous n'en avez pas beaucoup, répondit Monsieur Valmont. Ceux qui enferment les autres n'aiment pas la concurrence. Le téléphone d'Évariste vibra. Où es-tu? Madame Cléophée. La poitrine d'Évariste se serra. Monsieur Valmont vit l'expression de son visage changer. Elle ne possède pas votre avenir, dit-il. Évariste murmura. Elle pense que si. Monsieur Valmont fit glisser une carte de 2 visites sur la table. Appelez-moi quand vous serez prêt à respirer de nouveau. Évariste prit la carte comme si elle risquait de le brûler. Ce soir-là, Madame Cléophée fut glaciale. Vous êtes allé quelque part? dit-elle. Oui, répondit Évariste. Avec qui? demanda-t-elle. Un ami? dit-il. Elle rit doucement. Vous n'avez pas d'amis. Évariste la regarda. Je ne suis pas. Une chose. Ses yeux se durcirent. Vous êtes ce que je dis que vous êtes. Cette nuit-là, Évariste resta éveillé, tenant la carte de Monsieur Valmont. Pour la première fois depuis des semaines, la porte de la cage ne semblait pas totalement fermée. Pour la première fois, quelqu'un l'avait vue, non pas comme une propriété, mais comme une intelligence, et cela effrayait Madame Cléophée, plus qu'elle ne l'admettrait jamais. Évariste ne dormit pas de la nuit. Il resta, allongé sur son lit, la lumière éteinte, fixant le plafond comme s'il allait lui donner des réponses. La carte de Monsieur Valmont reposait sur la petite table, et de nuit à côté de lui. Il ne la touchait pas, mais il la sentait comme si appelait son nom sans faire de bruit. Son téléphone vibra. Viens maintenant. Madame Cléophée. Évariste retourna le téléphone face contre table. Son cœur battait vite. Il s'assit et se frotta le visage. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, murmura-t-il. Le téléphone vibra de nouveau. Ne m'oblige pas à me répéter. Évariste se leva.
Il marcha vers la fenêtre et regarda dehors. Là, l'hypre nuit était calme, trop calme. Il pensa à sa mère dormant paisiblement chez elle. Il pensa aux yeux inquiets de Jocelyn. Il pensa à la façon dont M. Valmont l'avait regardé, comme s'il comptait. Il prit le téléphone et tapa. « Je dois vous parler. » La réponse arriva vite. « Vous parlerez quand vous arriverez. » Évariste ferma les yeux. « Non, » dit-il doucement. « Je vais parler maintenant. » Il mit ses chaussures et quitta sa chambre, non pas parce qu'il obéissait, mais parce qu'il voulait que cela se termine en face à face. Le trajet en voiture fut silencieux. Le chauffeur ne dit rien. Les lampadaires défilaient comme de lentes lucioles. Les mains d'Évariste reposaient sur ses genoux, mais elles étaient stables désormais. Il avait toujours peur, mais la peur avait changé. Elle ne le paralysait plus. Elle le poussait en avant. À leur arrivée, Madame Cléophée l'attendait déjà dans le salon. Elle se tenait près de la fenêtre, le dos droit, les bras croisés. « Vous êtes en retard, dit-elle, sans elle se retourner. « Je suis venue, répondit Évariste. C'est ce qui compte. » Elle se retourna lentement. Ses yeux le scrutèrent comme si elle vérifiait d'éventuels dommages. « Vous avez l'air différent, dit-elle. »« Je le suis, répondit Évariste. » Elle sourit froidement. « Asseyez-vous. » Évariste ne s'assit pas. « Je dois parler, dit-il. »« Vous parlez toujours, répondit-elle. »« Vous oubliez juste ? Faites votre place. »« Ma place n'est pas ici, dit doucement Évariste. La pièce devint silencieuse. Madame Cléophée rit une fois. « Vous êtes courageux ce soir. »« Je suis fatiguée, répondit Évariste. Il y a une différence. » Elle s'approcha, ses talons claquant doucement sur le sol. « Vous pensez que parce que votre mère est guérie, il vous pousse des ailes ? Demanda-t-elle. Évariste soutint son regard. « Vous avez payé pour une nuit, dit-il. Cette dette est réglée. » Elle s'approcha encore, un peu. « Ce n'est pas vous qui décidez quand les choses sont réglées. »« Si, répondit Évariste. Avec ma vie. » Son sourire disparut. « Vous me devez beaucoup ? Dit-elle sèchement. « Je ne vous dois rien, dit Évariste. Je ne vous ai pas supplié. Vous avez proposé. J'ai sauvé votre mère, dit-elle. Vous avez payé. Une clinique, répondit Évariste. Les médecins ont sauvé ma mère. Elle leva légèrement la main, puis la laissa retomber. Vous devenez insolent, dit-elle. Je deviens libre, répondit Évariste. Madame Cléophée le dévisagea pendant un long moment. Le silence s'étira jusqu'à en devenir pesant. Vous pensez que vous pouvez simplement partir ? Demanda-t-elle. Savez-vous qui je suis ? Oui, dit Évariste. Vous êtes quelqu'un qui achète le silence. Elle rit. Et vous avez vendu le vôtre. J'ai vendu une nuit, répondit Évariste. Pas mon avenir. Elle recula, son visage durci. Désormais. Vous allez le regretter, dit-elle. Évariste plongea la main dans son sac et en sortit une enveloppe. Il la posa sur la table entre eux. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle. « Tout ce que vous m'avez donné qui n'a pas servi pour la clinique, répondit-il. J'ai tenu des comptes, je rends ce que je peux. » Elle fixa l'enveloppe comme si elle l'offensait. « Vous croyez que l'argent est le problème ? Demanda-t-elle. « Non, dit Évariste. L'emprise l'est. » Elle secoua lentement la tête. « Vous n'êtes rien sans moi. » Évariste prit une profonde inspiration. « J'étais quelqu'un avant vous. » Ses yeux brillèrent d'un éclair de colère. « N'oubliez pas qui vous a sorti de la boue. »« Je n'étais pas de la boue, » répondit Évariste. « J'étais désespéré. » Le mot resta suspendu en l'air. Madame Cléophée contourna la table et s'arrêta devant lui. « Vous pensez que quelqu'un d'autre va vous sauver ? » demanda-t-elle. « Ils vous utiliseront aussi. »« Peut être, » dit Évariste. « Mais c'est moi qui choisirai. » Elle le dévisagea, cherchant la peur, sur son visage. Elle ne la trouva pas. « Vous faites une erreur, » dit-elle, doucement. « Alors laissez-moi la faire, » répondit Évariste. Il se tourna vers la porte. « Arrêtez, » dit-elle. Il fit une pause mais ne se retourna pas. « Vous passez cette porte maintenant, » dit-elle, « et vous perdez tout. » Évariste lui fit de nouveau face. « Je m'étais déjà perdu, » dit-il. « Je reviens juste pour me récupérer. » Il ouvrit la porte. La lumière afflua de l'extérieur.
L'air nocturne s'engouffra dans la pièce. Madame Cléophée le regarda partir sans ajouter un mot. Dehors, le chauffeur eut l'air confus. « Je ne reviens pas », dit Évariste. Le chauffeur hocha lentement la tête et s'écarta. Évariste franchit le portail et s'avança dans la rue. Il ne regarda pas en arrière. Ses jambes tremblaient pendant qu'il marchait. Sa poitrine était oppressée. Il atteignit l'angle de la rue et s'arrêta, se penchant légèrement en avant, respirant avec difficulté. Il rit une fois, un rire court. Puis il s'essuya le visage. « Je l'ai fait » murmura-t-il. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il l'ignora. Puis un autre. Message arriva. « Tu le regretteras. » Évariste répondit calmement en tapant. « J'ai déjà survécu à pire. » Il bloqua le numéro. Le lendemain matin, il alla voir sa mère. Elle était assise à présent, mangeant lentement. « Évariste, » dit-elle. Joyeusement, « Tu as l'air plus léger aujourd'hui. » Il sourit, un vrai sourire. Cette fois. « Je me sens plus léger, » répondit-il. Elle lui toucha la main. « Dieu a été bon avec nous. » « Oui, » dit Évariste. Il l'a été. Plus tard ce jour-là, Évariste retrouva Jocelyne devant l'amphithéâtre. « Tu souris » s'étonna Jocelyne. « Je suis partie » répondit Évariste. « Partie d'où » demanda Jocelyne. Évariste regarda autour de lui puis parla doucement. « Je me suis éloignée de quelque chose qui me tuait. » Jocelyne étudia son visage. « Es-tu en sécurité ?»« Je le serai » dit Évariste. Cet après-midi-là, Évariste se tenait devant un immeuble de bureau très calme. La carte de M. Valmont était chaude dans sa main. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. « Allô » dit M. Valmont. « C'est Évariste » répondit-il. Il y eut une courte pause. « Avez-vous respiré aujourd'hui » demanda M. Valmont. « Oui » dit Évariste. « Pour la première fois depuis longtemps. »« Bien » répondit M. Valmont. « Alors venez. Nous avons du travail à accomplir. » Évariste mit fin à l'appel et leva les yeux vers le bâtiment. Derrière lui, le passé restait derrière des portes closes. Devant lui, l'avenir l'attendait, incertain, mais enfin le sien. Et pour la première fois depuis que le contrat avait été signé, Évariste avança sans demander la permission. Évariste entra dans le bureau de M. Valmont comme un homme qui apprend à se tenir debout. Le bâtiment était grand et silencieux, le genre d'endroit où les gens parlaient doucement parce que les murs paraissaient coûteux. La chemise d'Évariste était propre, mais ses paumes étaient moites. Il n'arrêtait pas de les essuyer sur son pantalon pendant qu'il suivait un réceptionniste dans un couloir au sol brillant et aux portes vitrées. « Attendez ici » dit le réceptionniste. Évariste hocha la tête et s'assit sur une chaise qui était trop moelleuse. Il regarda autour de lui. Il y avait des photos au mur représentant des ponts, de hauts bâtiments et des machines qui semblaient pouvoir soulever le monde entier. Il essaya de ne pas dévisager l'endroit comme quelqu'un qui n'y avait pas sa place. Son téléphone vibra. L'espace d'une seconde, sa poitrine se serra comme autrefois. Ses doigts tremblèrent presque. Puis il vérifia l'écran. « Jocelyne. Alors ça va ?» Évariste souffla lentement. Il tapa. « Ça va. Je commence le travail. » Jocelyne répondit vite. « Fier de toi. Pas de retour en arrière. » Évariste fixa ces mots un instant. Il hocha la tête pour lui-même, comme s'il scellait une promesse. Une porte s'ouvrit. M. Valmont sortit. Il portait une chemise simple et un pantalon. Pas de bijoux ostentatoires, pas de mise en scène, mais il se tenait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver. « Évariste » l'appela-t-il. Évariste se leva rapidement. « Bonjour, monsieur. » M. Valmont le dévisagea de la tête aux pieds comme s'il vérifiait s'il était toujours la même personne. « Vous ressemblez à quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis longtemps, » dit M. Valmont. Évariste força un petit sourire. « J'ai dormi un peu. » M. Valmont hocha la tête. « Vous réapprendrez à dormir. Pleinement. Venez. » Il conduisit Évariste dans une salle de réunion. Il y avait une longue table, un écran au mur. « Asseyez-vous, » dit M. Valmont. Évariste s'assit. M. Valmont s'assit en face de lui et posa un dossier sur la table. « Voici la lettre. Pour le stage, dit-il. Lisez-la. » Évariste ouvrit le dossier soigneusement. « C'est
yeux parcoururent les mots. Son cœur battit plus fort lorsqu'il vit la rémunération mensuelle. « Monsieur, murmura-t-il. C'est beaucoup, monsieur. » Valmont acquiesça. « C'est juste et équitable. » Évariste leva les yeux. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucune condition ?» Monsieur Valmont se pencha en avant. « Laissez-moi vous dire la condition, dit-il calmement. Travaillez dur, apprenez, respectez-vous. C'est tout. » Évariste déglutit. « Merci. » Monsieur Valmont l'observa. Un instant. « Savez-vous pourquoi vous avez failli être pris au piège ?» demanda-t-il. Le visage d'Évariste se crispa. « Parce que j'étais désespéré. C'est l'une des raisons, » répondit monsieur Valmont. « Une autre raison est que vous pensiez n'avoir aucune valeur à moins que quelqu'un ne paie pour vous. » Évariste détourna le regard. La voix de monsieur Valmont s'adoucit un peu. « Écoutez, quand vous avez un esprit, vous avez déjà de la valeur. N'oubliez jamais ça. » Évariste hocha lentement la tête. « J'essaierai. » « Pas essayer, » corrigea monsieur Valmont. « Faites-le. » Le jour même, Évariste commença à travailler. Il fut emmené dans un vaste atelier où des ingénieurs se déplaçaient avec des tablettes et des plans. Les machines bourdonnaient, les outils cliquetaient. Des gens débattaient sur de petits détails, puis riaient et trouvaient des solutions. Un homme au visage rond et aux yeux bienveillants vint à sa rencontre. « Je suis l'ingénieur Moreau, » dit l'homme en lui serrant la main. « Tu es le nouveau stagiaire. »« Oui, monsieur, » répondit Évariste. L'ingénieur Moreau sourit. « Pas besoin de monsieur ici. Travaille et sers-toi de ta jugeote. » Évariste hocha vigoureusement la tête. « Je le ferai. » Ils lui donnèrent des tâches, simples au début, vérifier des mesures, observer comment les conceptions étaient testées, rédiger des notes. Chaque fois qu'Évariste faisait quelque chose de bien, l'ingénieur Moreau hochait la tête. « Bien, disait-il, tu as de l'esprit. » Évariste commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Pas l'orgueil qui fait s'enorgueillir, mais la fierté qui permet de respirer plus facilement. Ce soir-là, Évariste se rendit à la maison pour voir sa mère, de retour de la clinique. Elle était assise et discutait avec une voisine. « Évariste, » dit sa mère, en le voyant. « Tu souris à nouveau. » Évariste rit doucement. « Maman, j'ai trouvé un emploi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Un emploi ?»« Oui, dit-il en tirant une chaise. Plus près. Un bon emploi. Un stage. » La mère d'Évariste posa une main sur sa poitrine, comme si la nouvelle touchait son cœur d'une manière douce. « Mon Dieu, » murmura-t-elle. « La Providence fait des merveilles. » Évariste sourit. « Oui, maman. » Elle le fixa attentivement. « Mais pourquoi as-tu l'air de revenir de très loin ?» Le sourire d'Évariste s'effaça légèrement. Il lui prit la main. « J'ai traversé une épreuve, » dit-il prudemment, « mais c'est fini. » Sa mère lui serra la main. « Quoi que ce soit, ne le porte pas seul, » dit-elle. « Je suis peu, être faible, mais je peux encore écouter. » Évariste déglutit. « Je l'ai fait pour toi, » dit-il doucement. Sa mère secoua doucement la tête. « Tu ne l'as pas fait pour moi, » répondit-elle. « Tu l'as fait parce que tu m'aimes, mais ne te détruis pas au nom de l'amour. » Les yeux d'Évariste piquèrent. « Je ne le ferai pas. » La voisine sourit et s'éloigna, leur laissant de l'espace. Sa mère se pencha. « Promets-le-moi, » dit-elle. « Je te le promets, » répondit Évariste. Les jours passèrent. Évariste commença à rééquilibrer sa vie. Le travail en journée, les cours le soir. C'était toujours stressant, mais cela semblait sain. Pas de message secret, pas de peur, pas d'attente d'un appel qui pourrait voler son temps. Un après-midi, alors qu'il sortait du travail, il vit une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Son cœur fit un bond. Puis il remarqua que le chauffeur n'était pas le même. La voiture ne bougea pas. Il ne se passa rien. Évariste se dit « Même si c'est elle, elle ne peut plus m'atteindre. » Il s'éloigna. Ce soir-là, Jocelyne passa le voir chez lui. « Tu as l'air d'être toi-même de nouveau, » dit Jocelyne en s'asseyant à côté de lui. Évariste hocha la tête. « Je me sens moi-même. » Jocelyne regarda autour de lui, puis baissa la voix. « A-t-elle essayé de te joindre ?» Évariste soupira. « Elle a essayé, je l'ai bloquée. » Jocelyne hocha lentement la tête. « Bien. Certaine.
Personne n'aime pas perdre ce qu'elle pense posséder. Évariste regarda sa squande, en mère qui s'était assoupie. Elle m'a fait sentir que je n'étais rien, dit doucement Évariste. Jocelyne se pencha en avant. Mais tu n'es pas rien, répondit-il. Regarde-toi. Tu as sauvé ta mère. Tu as décroché un emploi. Tu es parti. Ce n'est pas rien. Évariste respira lentement. Parfois, ça fait encore mal. Jocelyne acquiesça. Ça fera mal, mais la douleur n'est pas la même chose qu'une prison. Évariste sourit faiblement. Tu parles toujours comme un livre. Jocelyne rit. Au moins, ce livre est ton ami. Alors que les semaines se transformaient en mois, la mère d'Évariste reprenait des forces. Un jour, elle tint délicatement le visage d'Évariste entre ses deux mains. « Mon fils, dit-elle, je veux te préparer à dîner. » Ce soir-là, la mère d'Évariste cuisina un simple pot-au-feu. Pas grand-chose, juste assez. L'odeur emplit la pièce, chaleureuse et vraie. « Évariste, appela-t-elle, viens manger. » Évariste s'assit à la table et la regarda servir le repas. Il n'avait jamais été aussi reconnaissant pour quelque chose d'aussi simple. Pendant qu'il mangeait, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Sa poitrine se serra l'espace d'une demi-seconde. Puis il répondit, calme. « Allô ?» Une voix de femme s'éleva, lente et familière. « Évariste » dit Madame Cléophée. La cuillère d'Évariste s'arrêta en l'air. Sa mère leva les yeux. « Qui est-ce » Évariste se leva et alla. Dans la pièce voisine, son cœur battant vite mais de façon régulière. « Que voulez-vous » demanda-t-il doucement. Madame Cléophée rit doucement au bout du spy. « Phil, vous avez l'air courageux ces jours-ci. »« Je suis occupée, » répondit Évariste. « Ne m'appelez plus. » Elle fit une pause. « Vous croyez que parce que vous avez un petit boulot maintenant vous êtes un homme ?» La mâchoire d'Évariste se crispa. « J'étais un homme avant vous. » La voix de Madame Cléophée se fit tranchante. « Surveillez vos paroles. » Évariste inspira lentement. « Madame Cléophée, écoutez. Bien. Vous avez eu ce que vous vouliez. J'en ai fini. Vous ne pouvez pas en avoir fini, dit-elle. C'est moi qui décide quand ça s'arrête. » La voix d'Évariste baissa d'un ton. « Non, pas du tout. » Il y eut un silence. Puis elle parla plus, froidement. « Savez-vous ce que je peux faire ?» Le cœur d'Évariste battait fort, mais il ne tremblait pas. « J'en avais peur autrefois, dit-il, mais maintenant je sais quelque chose. Vous n'avez de pouvoir que là où on vous le permet, madame. » Cléophée eut un rire méprisant. « Vous parlez comme cet homme. »« Quel homme ?» demanda Évariste, bien qu'il l'ait déjà deviné. « Celui qui veut vous sauver. » Lâcha-t-elle. Évariste eut un sourire amer. « Il ne m'a pas sauvé. Il m'a donné une chance. Je me suis sauvé moi-même. » La respiration de Madame Cléophée sembla plus lourde. « Vous pensez pouvoir m'insulter et vous en sortir indemne ?» dit-elle. La voix d'Évariste resta calme. « Je ne vous insulte pas. Je fixe une limite. »« Une quoi ?» demanda-t-elle. « Une ligne. » répondit Évariste. « Ne la franchissez plus. » Madame Cléophée rit, mais cela sonnait fatigué à présent. « Vous avez été utile, » dit-elle. « C'est tout. » La poitrine d'Évariste lui fit mal, mais il refusa de le montrer. « Alors oubliez-moi, » répondit-il, « comme vous oubliez les autres choses que vous utilisez. » Il mit fin à l'appel. Il resta immobile, tenant le téléphone, respirant avec force. La voix de sa mère l'appela depuis l'autre pièce. « Évariste, ça va ?» Évariste revint et sourit. « Oui, maman, » dit-il. « Je vais bien. » Elle l'étudia. « Tes yeux ont encore changé. » Évariste s'assit lentement. C'était quelqu'un du passé. La voix de sa mère s'adoucit. « Ne laisse pas le passé entrer dans cette maison, » dit-elle. Évariste hocha la tête. Il n'y entrera pas. Il bloqua le numéro. Des mois plus tard, Évariste obtint son diplôme. Le jour de la cérémonie de Hanspreuse, remise des diplômes, il porta sa toge et posa avec Jocelyne pour prendre des photos. Sa mère était assise dans le public, applaudissant comme si ses mains compensaient tous les jours où elle n'avait pas pu se lever. « Mon fils !» cria-t-elle lorsque son nom fut appelé. Évariste rit et lui fit signe de la main. Après la remise du diplôme, M. Valmont lui offrit un emploi à temps plein. « Vous l'avez mérité, » dit M. Valmont.
Évariste hocha la tête. Merci, monsieur. Monsieur Valmont secoua la tête. Ne me remerciez pas. Construisez votre vie. Et Évariste le fit. 2 ans plus tard, lors d'un grand événement mondain où se réunissaient ingénieurs et hommes d'affaires, Évariste entra dans la salle vêtu d'un costume, simple, pas hors de prix, mais élégant et confiant. Il discutait avec l'ingénieur Moreau lorsque l'atmosphère de la pièce changea soudainement. Les gens commencèrent à saluer quelqu'un avec un respect particulier. Évariste se retourna. Madame Cléophée entrait. Elle avait la même allure, et pourtant ce n'était plus tout à fait la même. Ses épaules étaient toujours droites, mais son visage paraissait plus fatigué. Son sourire était toujours acéré, mais il ne brillait plus de la même façon. Ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent sur Évariste. L'espace d'un instant, le bruit autour d'eux s'estompa. Madame Cléophée le fixa comme si elle voyait un fantôme qui refusait de mourir. Évariste soutint son regard, calme. L'ingénieur Moreau se pencha vers lui. « Là, connaissez-vous » chuchota-t-il. Évariste hocha lentement la tête. « Je l'ai connu. » Madame Cléophée fit un pas en avant comme si elle voulait s'approcher. Puis elle s'arrêta. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux s'adoucirent l'espace d'une demi-seconde, comme si quelque chose en elle voulait parler. Mais elle ne parla. Et pas. Évariste ne fit pas un pas vers elle non plus. Il se tourna simplement de nouveau vers l'ingénieur Moreau et reprit la conversation. Quelques minutes plus tard, Madame Cléophée s'éloigna. Évariste la regarda partir une seconde, puis détourna les yeux. Il ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la vengeance, pas de la victoire, juste un équilibre. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez lui, il repensa au banc d'hôpital, à l'enveloppe brune, à la pluie, à la peur, à la façon dont il avait autrefois cru n'avoir aucun choix. Il arriva chez lui et trouva sa mère assise dehors, profitant de la brise nocturne. « Tu es rentré, dit-elle. »« Oui, maman, » répondit Évariste en s'asseyant à côté d'elle. Elle le regarda et sourit. « Tu es un homme. Maintenant. » Évariste rit doucement. « J'ai toujours été un homme. » Sa mère acquiesça. « C'est vrai, mais maintenant tu le sais. » Évariste s'adossa et regarda le ciel. Une somme d'argent avait sauvé la vie de sa mère, mais partir avait sauvé la sienne. Et c'était le genre de salut qui durait.